Kairé à toutes et tous. La dernière fois, je vous laissais avec l'immense victoire de la bataille de Platée. Une victoire où les Grecs avaient triomphé des Perses, leur infligeant quasiment 10 000 morts pour seulement un peu plus d'1 millier de Grecs tombés au champ d'honneur. Suite à cette victoire, les Grecs érigèrent à Delphes une immense colonne serpentine de 5,50 mètres. Dessus, ils gravèrent les noms des 31 cités ayant participé aux batailles de Salamine et de Platée. Par la suite, ils décidèrent d'honorer le serment qu'ils avaient fait juste avant la bataille. Ce serment impliquait de punir toutes les cités ayant médisé. Pour éviter d'attaquer toutes les cités de Grèce qui avaient pris le parti des Perses, ce qui était impossible, la Macédoine et la Thessalie étant bien trop loin, ils décidèrent simplement de faire le siège de Thèbes. Et plutôt que de s'épuiser en vains efforts, ils demandèrent seulement la reddition des oligarques qui avaient mené la cité dans ce parti un petit peu trop médisant. Ces oligarques furent emmenés à l'isthme de Corinthe et là-bas, ils furent exécutés, symbole pour toutes les invasions à venir qu'il ne fallait pas prendre le parti des Perses. En effet, si à ce moment-là la victoire grecque semblait totale, nul n'avait encore l'assurance que les Perses ne reviendraient jamais. C'est d'ailleurs cette peur du retour des Perses qui hanterait pendant toute leur histoire les Grecs et changerait leur histoire. Mais avant de conclure là-dessus, il nous reste une dernière bataille à évoquer, et c'est celle de la bataille du cap Mycale. Alors que les Grecs et les Perses s'observaient autour de la plaine de Platée, un autre duel psychologique s'était engagé en mer Égée. Les Grecs, avec leur flotte, étaient installés à Délos et ils attendaient que les Perses bougent leur flotte installée à Samos pour les attaquer. Cependant, dans cette longue attente, un messager vint de Samos, un Grec qui voulait trahir le parti tyrannique de sa cité qui avait pris le parti des Perses. Ces Samniens leur informaient que si les Grecs se pointaient dans la baie de Samos, la ville se soulèverait immédiatement et attaquerait les Perses dans leur dos. L'offre était par trop alléchante pour Léotychides, amiral spartiate de la flotte coalisée. Il décida de lever les voiles en direction de Samos et lorsqu'il arriva, les Perses, peu confiants en leur allié samnien, et à juste titre, décidèrent de se replier au niveau du cap Mycale. À ce moment critique de leur histoire, les Perses avaient perdu l'ensemble de leur grande flotte. Les Phéniciens avaient été renvoyés chez eux puisqu'ils avaient fait défaut à la bataille de Salamine et le peu des navires perses restants, plus de 100 navires, n'étaient plus capables d'affronter en pleine mer la flotte des Grecs qui avait triomphé à la bataille de Salamine. C'est pourquoi les amiraux prirent le parti difficile de tirer leurs navires à terre, d'appeler des renforts, plus de 6000 Perses menés par le grand commandant Tigrane, envoyé par Xerxès en personne, et ils se fortifièrent non loin d'un sanctuaire à Déméter sur le cap Mycale. Là, bien installés dans un camp fortifié, ils savaient que les Grecs ne pourraient se risquer à les attaquer sur terre. Mais, en contrepartie, si les Grecs décidaient d'abandonner Samos et de repartir à Délos, ils pourraient réattaquer Samos et remettre en danger toutes les villes ioniennes qui voulaient prendre le parti des Grecs. Leur flotte était préservée et la menace qu'elle faisait peser suffisante pour mettre en défaut les Grecs. Mais c'était sans compter la hardiesse de leur amiral Léotychides. Cet amiral spartiate avait bien compris que les hoplites, dans la plupart des engagements de face, l'emportaient sur les Perses. C'est pourquoi il décida lui aussi de faire accoster sa flotte un petit peu plus à l'est de la position des Perses, dans un lieu invisible de ces derniers, et de débarquer plus de 2500 épibates, c'est-à-dire hoplites de marine, embarqués sur le pont des navires, et environ 1000 à 2000 fantassins de troupes légères. Ce dernier prenait un parti très risqué. Il ne pouvait pas faire débarquer ses rameurs, sous peine, en cas de défaite, de perdre toute la flotte, mais il risquait tout de même de perdre l'essentiel de son infanterie de marine dans un engagement assez périlleux. Afin de réduire la force des Perses, qui était bien plus nombreuse, il décida, un petit peu avant la bataille, d'envoyer un héros. Ce héros annonça à haute voix devant le camp des Perses que tous les Grecs qui, au moment des combats, se rallieraient à la cause, seraient évidemment épargnés et même on viendrait libérer leur cité par la suite. Les Perses, qui entendirent cela, et notamment Tigrane, leur général, ne pouvaient plus faire confiance à leurs troupes auxiliaires. C'est pourquoi il décida de retirer les armes des Samniens
des hoplites qui étaient dans son armée et des Milésiens pour les empêcher de tourner leurs armes contre les Perses au plus fort des combats. Les Milésiens furent envoyés dans les montagnes pour garder les passes d'école et quand aux Samniens, on leur confia la garde du camp. Cette décision eut des conséquences funestes par la suite pour l'armée de Tigrane. La légende raconte qu'au matin du débarquement des troupes grecques au cap Mycale, on apprit dans leur camp la victoire de la bataille de Platée. Chose apparemment impossible si on se fie à Hérodote qui dit que les deux batailles eurent lieu le même jour. Une autre théorie évoque l'idée de feux d'alerte disposés dans toutes les îles des Cyclades depuis Athènes jusqu'à Samnos avec un signal, si les feux étaient allumés, les Grecs avaient triomphé. En tout cas, il semblerait qu'au moment des combats, en début d'après-midi, les Grecs étaient au courant de la victoire de Platée et ils étaient convaincus de leur victoire sur les Perses car les dieux étaient avec eux en cette journée. Imaginez, ça a dû être beau, ces feux d'alarme s'allumer sur toute la mer Égée, traverser ainsi en quelques minutes, en quelques heures et arriver d'Athènes à Samos. Ah, on n'est pas près de revoir ça. Un problème demeurait. Les Perses étaient par trop fortifiés au niveau du cap Mycale et ils étaient en surnombre. Un assaut frontal sur ces positions hautes allait être fatal pour les troupes grecques. C'est pourquoi Léotychides décida de ruser pour attirer les Perses en dehors de leur camp. Il divisa ses forces en deux grands contingents. Le plus grand, le premier, était confié aux Athéniens, appuyé par les Corinthiens, les Siconiens et les habitants de la ville de Trézène. En suivant le rivage, cette armée devait approcher le camp des Perses bien en vue de ces derniers et montrer qu'ils avaient leur flanc gauche complètement exposé et qu'ils étaient en sous-nombre. Pendant ce temps-là, et en simultané, les Spartiates et leurs alliés du Péloponnèse et lacédémonien devaient longer une ravine qui était cachée à la vue des Perses, parallèle au champ de bataille, et contourner la position des Perses par ce côté, et au plus fort des combats, arriver dans le dos des Perses. Cette stratégie fut par la suite bien payante, mais elle eut surtout l'avantage de faire sortir les Perses de leur position. Tigrane, voyant face à lui sur les rivages une armée grecque bien moindre que ce qu'il imaginait, décida d'attaquer cette dernière par surprise et de l'encercler pour la détruire entièrement. L'occasion était bien trop belle. Si les Grecs étaient assez imprudents pour avancer face à lui de manière exposée sur des rivages, ils n'allaient pas laisser passer cette occasion. Et c'est ainsi que l'armée perse sortit de ses positions fortifiées et dressa son grand mur de boucliers et commença à tirer des volées de flèches sur les Grecs du rivage. Les Athéniens, bien couverts par la mer sur le flanc droit, purent avancer, impacter la ligne des Perses et les faire reculer et les enfoncer à cet endroit. Mais leurs alliés de Sicyone, tout à gauche, eux, avaient leur flanc exposé. Et ces derniers subirent d'innombrables pertes, et notamment celle de leur chef, Périlaos, qui mourut. Et alors que la bataille était furieusement engagée, les auxiliaires grecs des Perses décidèrent de ramasser des outils, des bouts de bois, toutes choses pouvant faire office d'armes, et se jetèrent dans le dos des Perses. À ce moment-là, Tigrane comprit que la situation tournait à son désavantage. Il décida de replier ses forces en direction du fort. Mais trop tard. Les Spartiates et leurs alliés péloponnésiens, arrivés sur le champ de bataille, empêchaient les Perses de retourner à leur redoute et ce fut un massacre. Les Perses qui étaient restés dans les forts, même eux, durent s'enfuir et la défaite fut totale dans le camp des Perses. Ils se dispersèrent alors dans les montagnes. Là, leurs alliés de Milet décidèrent de mal les aiguiller dans les collines, tant et si bien que les Grecs finirent par les rattraper et les Milésiens eux-mêmes se mirent à massacrer les Perses. Dans cet immense affrontement, sur les 10 000 Perses ayant participé à la bataille, seuls 3 000 survécurent et leur chef, Tigrane, périt au plus fort des combats. Là encore, comme à Platée, la victoire était totale. Mais il fallait à présent décider de ce qu'on allait en faire. L'amiral Léotychides décida de lever les voiles et immédiatement on libéra toutes les îles d'Ionie. Samos, Chios, Kos et d'autres comme Lesbos rejoignirent la Ligue hellénique. Cependant, pour les villes du continent, la situation était bien plus difficile. Les Perses pourraient les réattaquer et les Grecs n'auraient jamais les forces de venir les défendre et pour l'instant porter la guerre en Asie mineure. C'est pourquoi Léotychides, conseillé par certains alliés de Corinthe, proposa qu'on déportât toutes les cités d'Asie mineure, toutes les populations ioniennes de cette région, en Grèce et de les installer dans les cités grecques qui avaient décidé de se rallier au camp des Perses sur le continent grec. Quelle idée saugrenue, complètement irréalisable. Personne ne fera jamais ça. D'ailleurs, les Athéniens s'opposèrent vivement à cette idée, pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils ne voulaient pas voir des Ioniens, très très bons commerçants, s'installer en Grèce et leur faire concurrence. La deuxième, et dans cette même idée,
C'était à leur avantage que les Perses continuent à dominer ces derniers, car dans l'après-guerre qui allait suivre, ils avaient ainsi plus de place pour une hégémonie commerciale dans cette mer Égée si précieuse, et notamment sur le chemin de la mer Noire. Et en parlant de la mer Noire justement, immédiatement, l'amiral décida de mener ses forces navales en direction du pont de navires des Perses installé entre Sestos et Abydos au niveau du Bosphore. Mais lorsqu'ils arrivèrent, ce pont de navires avait déjà été démonté et tous les cordages avaient été stockés dans la ville de Sestos. C'est ainsi que Léotychides donna l'ordre à la flotte de revenir en Grèce pour prendre de nouveaux ordres. Mais les Athéniens refusèrent et demeurèrent dans le lieu. Menés par Xanthippe, le père du futur stratège Périclès, ils firent un siège très dur à la ville de Sestos, qu'ils finirent par affamer et qu'ils finirent par prendre. Cette prise de Sestos marque de manière définitive la fin des guerres médiques. Tout d'abord parce que sans Sestos, un pont de navire ne pouvait plus être installé entre Abydos et le continent grec. Deuxièmement, parce qu'elle commençait déjà à lancer les Athéniens dans la suite du conflit. Ces derniers avaient compris qu'à présent, les passages en direction de la mer Noire étaient réouverts. Il fallait donc se réouvrir à cette économie, à ce riche secteur commercial, et les Athéniens étaient bien décidés à s'en emparer avant tous les autres. Leur position est d'ailleurs bien différente de celle des Spartiates, qui immédiatement après les combats, voulaient revenir à un isolationnisme premier qui leur permettait de maintenir un statu quo entre les différentes cités-États. Leur objectif est de revenir au statu quo précédent la période des Perses, qui était à leur avantage. Mais les Athéniens, eux, ne le souhaitaient pas. Bien au contraire, ces Athéniens qui avaient tant subi pendant ces conflits, qui en 20 ans avaient changé de gouvernement politique, découvert les mines de l'Orient, s'étaient enrichis sur des voies commerciales, avaient développé une immense flotte et avaient perdu par 2 fois sa cité, étaient obstinément tournés à présent vers l'avenir et vers une nouvelle ère, chose qui était refusée par la plupart des Grecs. Et il est à présent, pour moi, temps de conclure justement sur ces guerres médiques. Tout d'abord, un constat. Nous l'avons vu. Ces centaines d'années de guerres rituelles entre hoplites de cités-États différentes et opposées permis aux Grecs, pendant la période archaïque, de se préparer, ou du moins de préparer une infanterie lourde extrêmement efficace et révolutionnaire pour le monde méditerranéen. Cet avantage tactique leur offrit des victoires dans un contexte stratégique qui était pleinement défavorable. Un empire achéménide monstrueux, composé de peuples divers et variés, n'avait pu venir à bout d'une petite population démographiquement assez faible installée dans un territoire assez pauvre. Et cela était dû à l'émergence de cette infanterie lourde qu'étaient les hoplites et de leur système de combat compact qu'était la phalange. Cet avantage tactique va ensuite être adopté par la plupart des peuples méditerranéens, doucement, et d'ailleurs, les Perses par la suite feront toujours appel à des mercenaires grecs au sein de leurs armées. De toute manière, l'ère des polices, ces cités-États autonomes, était terminée. Les Grecs avaient été traumatisés par cet assaut. Ils auraient peur pendant encore longtemps d'une invasion des Perses. Et c'est pourquoi ils devaient maintenir des ligues constituées pour, si ce n'est se défendre d'une invasion perse, mener la guerre chez eux pour éviter que ces derniers ne viennent la mener chez nous. Et si les Spartiates refusaient de prendre ce chemin, qui pour eux était par trop hasardeux, qui n'allait pas maintenir le statu quo antérieur au conflit, d'autres n'hésiteraient pas. Les Athéniens notamment, ceux qui avaient le plus souffert pendant cette guerre, mais qui avaient aussi le plus appris, étaient obstinément tournés vers un avenir qui devait leur sembler radieux. Au début, ils décidèrent de mener une immense coalition, une ligue qui plus tard, on en parlera, prendra le nom de Ligue de Délos. L'objectif de cette ligue, à l'origine, était de mener la guerre contre les Perses. Mais très rapidement, son objectif serait de servir l'intérêt des Athéniens. Et c'est ainsi que l'ère des cités-États commença à disparaître pour laisser place à l'époque des grandes coalitions et des cités hégémoniques. La Grèce ne fut donc plus jamais la même après ces guerres médiques. Et c'est d'ailleurs pourquoi le grand Hérodote rédigea son Historia, son enquête, afin que les hauts faits des Grecs et des Perses ne tombent pas dans l'oubli et d'en expliquer les causes et surtout les conséquences. Et si moi-même, je n'ai pas suivi exclusivement le texte d'Hérodote, il faut bien reconnaître qu'il est notre source principale sur cette période et je l'en remercie grandement. La plupart de mes prédécesseurs et de ceux qui me succéderont s'inspirent à jamais de cette Historia d'Hérodote pour vous parler ainsi des faits et gestes du passé. Et j'espère que cela vous en souviendrez. En tout cas, merci à vous, John Massaliote, d'avoir suivi aussi assidûment ces leçons. J'espère qu'elles vous ont appris de nombreuses choses sur les guerres médiques. Par la suite, nous ferons des leçons sur la suite de ces guerres médiques, peut-être la guerre du Péloponnèse, Périclès, voire même l'Anabase. Mais en attendant cela,
Portez-vous bien. Bien, nous en avons enfin fini avec les guerres médiques. Ce fut un travail de longue haleine, assez éreintant, je dois l'avouer, mais au moins maintenant vous avez un contenu des plus complets sur le sujet. Alors en tant qu'historien, j'ai travaillé principalement avec des sources primaires, Hérodote, Échille, quelques philosophes, quelques historiens un peu plus tardifs comme Diodore de Sicile ou Plutarque, et enfin, je ne saurais que trop vous recommander l'ouvrage de Peter Green, Les guerres médiques, ou mon propre ouvrage sur le sujet, si vous voulez aller plus loin. Alors, avant quelques petites annonces importantes pour l'avenir de la chaîne, d'abord, je voudrais faire des remerciements. Des remerciements à Quentin, puisque ce dernier a fait des superbes animations, notamment pour la bataille de Salamine ou Platée, qui vous ont permis de mieux comprendre les mouvements des troupes. C'est un professionnel du milieu qui nous a fait ça gracieusement, donc vraiment un grand merci à lui, n'hésitez pas à aller voir son taf sur sa page, le lien est en description. En second lieu, remerciements à Benji de la chaîne Entrée en lice, grâce auquel on a fait un bon partenariat et beaucoup d'entre vous qui sont assez nouveaux sur la chaîne la connaissent grâce à lui. Donc merci justement à Benji. Et enfin, un immense merci à Willem, le monteur qui m'a rejoint dans l'aventure Histoire d'aimer il y a très peu de temps finalement, et en même temps j'ai l'impression que ça fait déjà longtemps, puisque la première fois qu'il nous a rejoint c'était pour la vidéo sur Salamine et le partenariat avec Acta Vidéo, et comme vous avez pu le voir depuis, eh bien, la qualité a grandement augmenté, autant en termes de son que d'image et de montage. Sinon, on serait resté sur des trucs assez plan-plan, avec, voilà, je mettais des images mal découpées, mal insérées, des cuts un petit peu à l'arrache. Bon, je faisais ce que je pouvais, hein, excusez-moi. Mais au moins là, grâce à Willem, la chaîne, elle a pris vraiment en termes de qualité, voilà, elle a fait un bond, c'est enfin, pas possible de dire mieux que merci Willem. Et maintenant, il fait partie de l'équipe. Et justement, ça m'amène aux annonces sur la chaîne. Tout d'abord, on va un petit peu faire une pause sur l'histoire de la Grèce antique, et notamment de la période classique, qui est ma spécialité. Alors même si j'ai très envie, et je doute pas que vous ayez très envie que je vous fasse toute l'histoire du 5e siècle, les guerres du Péloponnèse, l'Anabase, l'épopée de Philippe II, puis d'Alexandre III de Macédoine, donc en fait faire toute la période classique, vous imaginez bien que ça va prendre pas mal de temps, il faut qu'on réfléchisse encore au format que cela va prendre. Donc, pour l'instant, une petite pause là-dessus, et notamment parce que, aussi à titre personnel, je travaille particulièrement sur le Japon en ce moment, pour guider sur ce pays, et justement, je me suis dit que ça serait intéressant eh bien, de partager avec vous un peu du contenu sur l'histoire du Japon. Je rappelle qu'à la base, Histoire d'aimer, c'est une chaîne participative. Le but, c'est de faire participer des personnes différentes sur la chaîne et de faire découvrir des actions différentes dans le milieu de l'histoire vivante et de la mise en valeur de l'histoire et des sciences humaines de manière plus large. Et justement, là, j'ai plusieurs occasions sur lesquelles j'aimerais bien me concentrer. D'abord, continuer à vous présenter les formats BD, continuer à vous présenter peut-être des livres, des romans historiques notamment qui pourraient être intéressants, et aussi eh bien, des lieux, des musées, des sites, et enfin, voilà, on a lancé enfin les entretiens de youtubeurs, vous présenter leur travail, du moins les laisser se présenter et présenter leur travail, voilà, dans un format qu'ils sont peut-être pas habitués à faire, et qui pour certains d'entre vous seront un moyen de les connaître et d'aller voir leur contenu. S'il y en a parmi vous qui veulent participer à la chaîne, que ce soit de toute manière, hein, en termes de montage, en termes, je sais pas moi, de matériel vidéo, qui ont des idées de tournage, des lieux, qui veulent même venir prendre la parole sur la chaîne, parce que ce sont des spécialistes de certains domaines, n'hésitez pas, elle est là pour ça. Donc ça, c'était la première annonce, donc la petite pause sur le monde grec, même si les vidéos vont continuer à sortir. Mais pour justement continuer à vous sortir du contenu de qualité et dans une quantité quand même assez suffisante, on essaye quasiment une vidéo par mois, ce qui est quand même assez intense, eh bien, on va ouvrir un Utip. Alors, pourquoi ouvrir un Utip? D'abord parce que nous, tout le matériel, c'est du matériel personnel qu'on a financé pour la chaîne, et actuellement, ça commence à, eh bien, à sentir que ça vieillit pour monter en gamme au niveau de la qualité. Et bien là, pour le montage, notamment pour Willem, voilà, sa vieille bécane, à faire tourner les logiciels de montage, ça commence à être dur, et justement, on aimerait pouvoir investir dans du matériel. Pour ça, on a besoin de vous, vous connaissez le concept hein, sur YouTube, donc on fait un appel aux dons à celles et ceux qui le peuvent et qui le souhaitent. Le lien est évidemment dans la description. Seconde chose, dans le même ordre d'idée, on va
très probablement monétiser les vidéos sur la chaîne. Alors cette monétisation, elle a deux objectifs. Le premier, on en a parlé, c'est faire rentrer un petit peu quelques sous, même si pour l'instant, au vu de la communauté, ça ne va pas être énorme, mais surtout de nous faire monter justement dans l'algorithme, puisque les vidéos qui sont monétisées montent mieux dans l'algorithme. Cependant, si on voit que les pubs sont beaucoup trop invasives pour ce que ça nous apporte, et puis si on voit que ça vous nuit beaucoup trop dans votre écoute et votre appréciation de notre contenu, on arrêtera. De même, on évite pour l'instant tout ce qui est placement de produits. Le but, c'est pas non plus de venir voilà, proposer certaines choses, puisque nous, on n'en vit pas pour l'instant. Donc, pour l'instant, on évite ça. Du coup, on va compter surtout voilà, sur le Utip. Donc, merci à celles et ceux qui viendront participer, parmi les premiers, j'imagine. Et il y aura, je pense, des petites surprises pour celles et communautés. Je peux vous rencontrer sur des événements. J'en ai rencontré déjà quelques-uns d'entre vous, et c'était vraiment très sympa. Donc, n'hésitez pas à venir me voir sur des événements somatophilaques. J'en profite là aussi d'ailleurs pour vous inviter à aller voir ce que l'on fait avec l'association. Merci d'ailleurs à cette dernière qui a prêté énormément de matériel pour les vidéos, qui a participé à celle sur la phalange, et notamment avec le partenariat avec Benji, qui a permis de faire une vidéo superbe avec 32 hoplites. Donc ça, c'était vraiment assez exceptionnel. N'hésitez pas à aller les voir. Et puis enfin, merci. Merci à toutes et tous. D'abord, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, voilà, merci pour votre fidélité. Pour les autres, je suis heureux que vous nous ayez rejoints actuellement. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, comme d'habitude. Je ne le répète pas à chaque fin de vidéo, mais voilà, c'est ça qui fait monter l'algorithme, c'est ça qui permet d'agrandir la communauté et ainsi de continuer à nous motiver à vous sortir des vidéos sur le sujet. Parce que, on vous avoue, on a chacun des activités très chronophages en termes professionnels ou associatives, et on fait ça vraiment pour le plaisir et pour le plaisir de partager notre passion. Alors on espère que ça se ressent, et on espère que vous l'appréciez. Voilà. Donc que dire de plus, on est quasiment à 2500 abonnés là, je crois, actuellement. C'est assez incroyable, on était seulement à 1000 en début d'année. Merci beaucoup, et puis en attendant les prochaines vidéos, portez-vous bien!